Bonsoir à toutes et à tous et toutes nos excuses pour les retards avec lesquels nous démarrons ce journal suite à un problème technique. Eh bien, à la une de 20 h de ce soir, de l'émotion, de la joie, bref, de l'injustice enfin réparée, la famille du premier président de la République démocratique du Congo présente toute sa gratitude au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi pour avoir élevé Joseph Kasavubu au rang de héros national. On en parle dans ce journal. Une bannière tricolore étoilée attribuée à la République du Kivu a circulé sur la toile, ravivant ainsi les spectres de la balkanisation du pays. Qu'en est-il réellement? Qui en sont les auteurs? Le gouverneur du Sud Kivu fixe l'opinion. On en parle également dans un instant dans ce journal. Bienvenue à tous, Émilie Maltman, nouvel ambassadeur du Royaume-Uni en République démocratique du Congo, et Vincent Kariga, nouvel ambassadeur du Rwanda en RDC. Pour les premiers cités, il s'agit d'un habituel du pays. Pour avoir travaillé entre 2014 et 2015 comme chef de programme conflit, stabilisation et questions humanitaires au sein du département du développement international de son pays, la Grande-Bretagne, eh bien, les deux diplomates ont présenté leur lettre de créance au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Pierre Kibambé Soumoïssa. Une des marques du raffermissement des relations bilatérales d'amitié et de coopération entre Kinshasa et Kigali est l'accréditation de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Rwanda en RDC. Le chef de l'État a aussi reçu les lettres de créance de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sa Majesté britannique au pays. Vincent Kariga est l'ambassadeur du Rwanda en RDC. Il a présenté ses lettres de créance ce jeudi 2 juillet 2020 au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au Palais de la Nation. Le diplomate rwandais a assumé de hautes fonctions politiques dans son pays où il a été tour à tour, notamment ministre des Infrastructures, ministre des Ressources naturelles, ministre du Commerce, ministre des Finances, Économie et Plan et ministre du Genre et des Affaires sociales. Licencié de l'Université de Lubumbashi en RDC, Vincent Kariga est détenteur d'un master en management public. C'était ensuite au tour de Mme Émilie Maltman d'être reçue par le chef de l'État. Nouvel ambassadeur de Sa Majesté britannique, elle a déjà séjourné en République démocratique du Congo où elle a été chef de l'équipe de conflit, stabilisation et humanitaire à la coopération britannique à Kinshasa et chef de mission adjoint, chef de la section politique britannique dans la capitale de la RDC. La diplomate britannique a exercé plusieurs autres fonctions, notamment celle de chef des opérations d'outre-mer de la Syrie à Beyrouth, chef de l'équipe des partenaires stratégiques au département anti-terrorisme du ministère des Affaires étrangères, de premier secrétaire chargé de la sécurité à Kingston, en Jamaïque, et des consuls généraux adjoints à Erbil, au Kurdistan irakien. L'ambassadeur Émilie Maltman a aussi assumé les charges de coordination présidentielle pour la justice et les affaires intérieures du représentant permanent britannique auprès de l'Union européenne à Bruxelles, ainsi que celle des conseillères chargées de la justice et des affaires étrangères sur l'extension de l'Union européenne au ministère de l'Intérieur. Et dans son adresse à la nation, à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance, le président de la République a peint d'une manière générale la situation du pays dans tous les domaines. En voici un extrait. Je m'étais également engagé à rendre l'enseignement de base obligatoire et gratuit pour tous. À ce jour, fréquenter l'école est devenu une réalité pour nos enfants, quelles que soient leurs conditions sociales. En effet, jusqu'à la rentrée de 2019, notre pays était l'un des derniers au monde où l'école primaire était encore payante. Les parents finançaient les 2/3 des coûts de scolarité et 4 millions d'enfants n'étaient pas scolarisés en 2018 parce que les parents devaient choisir entre les nourrir ou les faire étudier. Depuis que nous avons lancé cette grande réforme pour la gratuité, 2,5 millions d'enfants supplémentaires ont pu retrouver le chemin de l'école. Cependant, cet engouement salutaire met en exergue 2 autres importants défis que nous devons relever. Celui des infrastructures d'accueil et celui de la qualité
de l'enseignement. Quelles qu'en soient les difficultés, nous sommes sur la bonne voie et nous restons déterminés. Nous pouvons nous réjouir de bénéficier du concours sans précédent de la solidarité internationale pour la prise en charge de cette réforme dont le coût est supérieur à $1 milliard par an. Mais il nous faudra davantage mobiliser nos ressources internes à travers l'impôt pour soutenir à long terme l'éducation de nos enfants. Il s'agit d'une responsabilité collective et prioritaire qui doit interpeller chaque citoyen. Un discours qui a alimenté les conversations dans le salon. Certains de nos concitoyens ont réagi au micro de nos reporters. Suivez. La République démocratique du Congo a célébré il y a 72 heures ses 60 ans d'indépendance. Une fête passée dans la méditation à cause de la pandémie qui a mis à genoux presque tous les continents du monde. Méditation oui, mais le chef de l'État n'a pas dérogé à son devoir de chef. Celui d'adresser un message à la nation pour cette fête nationale. Plus d'un Congolais attendait ce discours, un discours porteur d'espoir devant la crise mondiale que traverse le monde entier, mais aussi plusieurs problèmes que connaît le pays. Je m'attendais à ce que, en tout cas, le président prononce ce genre de discours. Surtout ce qui m'a beaucoup égayé et ému dans ce discours, c'est les mots qu'il ne cessait de répéter en parlant de l'état des droits. Et son discours m'a réconforté sur le fait qu'il prend position sur des faits sociaux, des faits politiques. Et moi, je suis du peuple, je suis un petit peuple. Et quand je vois que le chef est en train de prendre position de cette façon-là, moi, ces discours, il me réconforte, il me donne l'envie de croire en lui encore et de croire en ce qu'il va faire. Il a mis chaque institution, chaque Congolais devant ses responsabilités pour que nous puissions enfin décoller. Parce que ça n'a que durer la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Selon quelques-uns interrogés, le chef de l'État a joué le rôle de sapeur-pompier face à la crise politique de la semaine dernière. Avec le mésentente politique qu'on observe au pays, et la coalition qui avance toujours en boitant, avec des échanges de paroles d'un cas contre de l'autre, et quand le chef a parlé, il a rassuré encore le peuple congolais. Quand on regarde ce qui se passe dans notre pays, on sent que non, il y a un problème. Les gens se mettent à faire des histoires et ils sont impunis. Et ça fait en sorte que notre pays reste sous-développé. J'ai trouvé que le discours du chef de l'État était comme un discours d'un chef d'armée qui était en train de recadrer les choses. Et j'ai aimé. La fin des invasions extérieures que connaît notre pays doit être la priorité du mandat du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Que le président insiste sur, en tout cas, la sécurité du pays, surtout à l'est du pays où il n'a pas beaucoup parlé, et les invasions que nous sommes en train d'entendre d'ici par là, donc sur le territoire national. Le social du Congolais, le coronavirus, l'enseignement, la reprise des classes sont des sujets peu évoqués par le garant de la nation, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je crois qu'il était temps que ce recadrage se fasse. Bon, quelques points bémols, je n'ai pas vu son remerciement vis-à-vis de médecins qui se battent au jour le jour pour combattre le Covid-19. Je n'ai pas vu ce point-là et j'ai beaucoup regretté qu'il n'ait pas cité ces médecins, ces corps médicaux qui œuvrent au jour le jour pour la santé de tout le monde. J'ai quand même quelques regrets parce qu'il n'a pas vraiment fait allusion à la crise sanitaire dans laquelle nous nous trouvons. Vous savez que ça fait 3 mois que les activités sont à l'arrêt. Et partout au monde, les gouvernements essayent de faire des efforts pour trouver des mesures d'accompagnement. Et je pensais aussi par rapport à l'enseignement. Ça fait 3 mois que les enfants ne vont pas à l'école. Il n'a pas fait allusion à ça. Et vous savez qu'on ne peut pas parler de développement dans un pays et même de l'état de droit si les gens n'ont pas étudié, s'ils ne maîtrisent pas leurs droits. Au-delà de toute attente, les Congolais gardent espoir pour un Congo uni, grand et prospère.
Deux héros des années indépendance, au tempérament différent, mais tout aussi déterminés pour une cause commune. Joseph Kasavubu et Patrice Emery Lumumba, deux approches à enfin réconcilier les premiers présidents de la RDC élevés au rang de héros national par les chefs de l'État. La nouvelle a été bien accueillie par la famille du défunt qui voit en ces gestes une injustice enfin réparée. Yvette Makuntima. Dès ses premiers mots dans son discours le 30 juin 2020, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a voulu réparer ce qui a longtemps été vécu comme une injustice. À cet égard, il me paraît juste, 60 ans plus tard, de réconcilier ces deux approches et d'élever Joseph Kasavubu, longtemps oublié, au rang largement mérité de héros national. Cette annonce a eu l'effet d'une surprise dans la famille Kasavubu. Ses enfants l'ont accueilli avec vive émotion. Notre joie a été immense d'apprendre, dès l'entame de votre communication, votre décision d'élever au rang de héros national le premier président de la République démocratique du Congo, père de l'indépendance et cofondateur de l'Organisation de l'Union africaine, Joseph Kasavubu. Plus de 50 ans après sa disparition, nous nous sommes battus bec et ongle pour que sa mémoire soit réhabilitée par la nation tout entière. Et aujourd'hui, votre volonté vient enfin de faire droit à cette juste cause. Au nom de toute la famille Kasavubu, nous tenons à vous remercier d'avoir réparé cette injustice et nous sommes convaincus que vous allez poursuivre dans le sens du credo du premier président de la République, dont l'ambition était de donner au Congo un bon départ. Joseph Kasavubu, 50 ans après sa mort, reste le modèle dans la gestion orthodoxe de l'État. L'homme politique continue à inspirer la jeunesse par son charisme. Beaucoup voudraient que la route qui mène vers son mausolée à Singini dans le Congo central, aujourd'hui en très mauvais état, soit réhabilitée. Autre chose à présent, Ingenious City, c'est une structure qui accompagne les jeunes entrepreneurs dans le domaine aussi varié de la santé, de l'environnement et de l'agriculture. Eh bien, une délégation de cette organisation a échangé avec la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda. Le compte rendu avec Sylvie Moembo. À la suite de la visite que la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda Lioko, avait gratifiée le 1er juin dernier, les jeunes entrepreneurs encadrés par Ingenious City, ces jeunes entrepreneurs avaient émis le vœu d'un accompagnement de l'Assemblée nationale pour la mise en œuvre d'une loi allant dans le sens de la promotion de l'entrepreneuriat de jeunes en République démocratique du Congo. Cette sollicitation vient d'être satisfaite à travers l'octroi d'une enveloppe de 30 000 $ américains pour la concrétisation de 4 projets dans, entre autres domaines, la santé, l'environnement et l'agriculture. Il y a un projet qui est dans le secteur agricole, qui s'appelle le Bulbe. C'est une start-up qui participe au programme financé par le Royaume des Pays-Bas. Il y a un projet qui est dans le recyclage, qui s'appelle Recoplast. Il y a un autre projet qui est dans l'agriculture, qui est conduit par une dame qui transforme le fruit à pain en farine. Et puis il y a un 4e projet qui est Luca Pharma. Ces projets, ce sont des jeunes entrepreneurs, des startups qui conduisent ces projets. D'accord ? Et vous avez bien suivi qu'il y en a il y en a au moins 2 qui sont dans l'agriculture. Un autre dans le recyclage, qui est aussi un challenge parce qu'il récupère toutes les bouteilles en plastique qui posent aujourd'hui beaucoup de problèmes quand il pleut dans la ville de Kinshasa. Et puis le 3e, c'est la recherche d'une pharmacie. Aujourd'hui, c'est un geste combien significatif que la présidente de l'Assemblée nationale a posé aujourd'hui, qui est un geste qui devrait aussi pousser d'autres dans le cadre de la plaidoirie que nous allons faire, et nous profitons de l'occasion aussi pour appeler toutes les personnes de bonne volonté. L'avenir de la République démocratique du Congo appelle la contribution de la jeunesse, des acteurs politiques et les gestionnaires publics et privés en vue de l'amélioration des conditions de vie de la population. L'Afrique, réveillons-nous, bien plus qu'une interpellation, un appel à un sursaut d'orgueil. C'est justement le thème de la séance académique animée par les sénateurs Matata Pogno et Jenny Dada Chabani.
60 ans après l'indépendance, l'Afrique a besoin d'un deuxième sursaut. Cette pensée du sénateur, l'honorable Matata Ponyo Mapon, l'a inspiré pour interpeller les Africains en général et les Congolais en particulier à travers le thème « Afrique, réveillez-vous ». Ce thème était développé à la séance académique au Sénat par le sénateur Matata Ponyo Mapon, séance présidée par le premier vice-président Sami Badi Bangantita. C'était pour lui l'occasion de souligner qu'il y a plus d'un demi-siècle, les 37 colonies dont la République démocratique du Congo, alors Congo belge, accédaient à l'indépendance politique. Et ce, grâce à l'impulsion des pères et artisans de l'indépendance, à savoir Patrice Emery Lumumba, Kwame Nkrumah, Léopold Sédar Senghor, Philippe Tiramana, Sylvanus Olympio, Félix Houphouët-Boigny, Agostino Neto, pour ne citer que ceux-là. Le sénateur Matata Ponyo s'est par la suite interrogé, 60 ans après la fin de la colonisation, qu'en est-il des rêves des pères de l'indépendance ? 60 ans après, les Africains ont un retard sur les plans économiques, politiques et autres. Il a à cet effet déploré le fait que le peuple africain justifie ces retards par le néocolonialisme sur toutes ses formes et estime que cela n'est pas vrai. Voilà pourquoi il a exhorté les Africains en général et les Congolais en particulier à bâtir de nouvelles bases de progrès économiques à l'instar des pays asiatiques. Réveillez-vous, Congolais, et rappelez-vous que tous les projets de développement d'un pays sont des grands projets de long terme, bien conçus et rigoureusement mis en œuvre, et jamais des petits projets de court terme. Et qu'à ce titre, la RDC ne se développera jamais si le pays n'arrive pas à aligner des projets d'envergure qui dépassent la limite d'une ou deux générations et qui peuvent continuer à s'exécuter professionnellement quels que soient les changements des gouvernements et des partis politiques. Réveillez-vous, Congolais. Souvenez-vous que les appuis techniques et financiers des partenaires au développement n'apporteront jamais le développement sans gouvernance de qualité. La commune de la Gombe déconfinée, 4 jours après, qu'en est-il du respect des principes d'hygiène, d'autant plus que le coronavirus n'observe pas une trêve. Les comités multisectoriels contre le coronavirus s'est réuni autour du Premier ministre et met en garde les médias à la base de la désinformation. Françoise Belabouaki et Pompoumba. Les premiers constats après le déconfinement partiel de la Gombe. Le Premier ministre Ilunga Ilunkamba a réuni les membres du comité multisectoriel de riposte contre la Covid-19 ce jeudi 2 juillet 2020. La majorité de Kinois abandonnent le masque. Les propriétaires des magasins n'ont pas placé des kits de lavage de mains. Certains médias sont dans le déni, comme quoi la maladie n'existerait pas. Les sanctions vont tomber. Nous avons constaté que la plupart des gens, la plupart des Kinoises et Kinois ne portent pas leur masque. Nous avons aussi constaté l'irresponsabilité de certaines chaînes de télévision qui font de l'intoxication en disant que la maladie n'existait pas ici dans notre ville de Kinshasa. Nous avons observé dans les chefs des responsables de structures qu'ils n'organisent pas la distanciation sociale dans leurs structures, dans leurs magasins, dans leurs bureaux, dans leurs commerces. Ils n'organisent pas non plus le dispositif de lavage de mains à l'entrée de leur business. Donc ils doivent savoir que ce sont des mesures édictées par les autorités du pays. Dans les jours qui viennent, les contrevenants seront donc appréhendés par la police. Alors, le troisième point, la réflexion que le Premier ministre a lancée sur la levée de l'état d'urgence, mais sous certaines conditions. Il appartient au chef de l'État d'en décider. Le tableau affiche plus de 7000 cas positifs au coronavirus à travers le pays, des chiffres qui imposent un comportement responsable dans le chef de chacun. Et ces messages de félicitations du ministre provincial des Finances, Achille Moutekete, adressés à M. Jules Alinguete, nommé par ordonnance présidentielle inspecteur général des Finances. Monsieur l'inspecteur général des Finances, Jules Alinguete, c'est avec grand bonheur que j'ai suivi par la voie des ondes votre nomination en qualité d'inspecteur général des Finances, chef des services, ce dont je suis fier. Je suis d'autant plus heureux de vous voir à la tête de cet important service ô combien indispensable à la gestion des finances publiques de notre cher et beau pays, la RDC.
Homme intègre et expérimenté qui sait concilier compétences et professionnalisme, je suis persuadé que vous allez continuer à mériter la confiance que le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a placée en vous en cette période où la mobilisation des recettes est le maître mot pour renflouer les caisses de l'État. Puisse l'Éternel Dieu vous assister dans votre lourde et noble responsabilité. Un message signé honorable Achille Mouteteke, élu du territoire de Sandoa. Kinshasa va accueillir au mois de juillet 2020 le 9e jeu de la francophonie et les infrastructures d'accueil sont en pleine construction. Le ministre d'État, ministre de la coopération régionale et francophonie, Pépin Guillaume Manjolo, a visité ces sites. On en parle dans ces reportages. Le stade Tata Raphaël de la Quétule, ex-20 mai, a eu l'honneur de recevoir aujourd'hui le comité de pilotage quasi complet et dirigé par son président, le ministre d'État en charge de la coopération internationale, intégration régionale et francophonie, Maître Guillaume Manjolo. Cette visite de travail consistait à recevoir toutes les explications techniques nécessaires liées aux différents secteurs, notamment les villages qui hébergera 4000 athlètes et artistes, la restauration, le village partenaire, l'espace de la détente et la brigade anti-incendie. Le comité exécutif des 9e Jeux de la francophonie, dirigé par Zeno Kabamba, a également précisé que le site du stade Tata Raphaël comprendra 3 terrains d'entraînement de football, le grand stade pour la compétition, une piscine olympique, un terrain moderne de handball et un espace réservé à la culture. Placés sous le haut patronage du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, les 9e Jeux se dérouleront du 21 juillet au 1er août 2022. Outre le stade Tata Raphaël, 2 autres sites sont retenus, la foire internationale de Kinshasa et le stade de Martyrs. Après étude, nous avions l'obligation de venir visiter pour effectivement nous assurer qu'effectivement ça correspondait aux critériums déterminés, prescrits par l'OIF. Il s'avère aussi qu'en termes de positionnement géographique, c'est beaucoup plus facile d'être au centre-ville ici plutôt que d'être au niveau délimité et faire les transports journaliers des athlètes avec les difficultés des circulations trafic ici, en RDC, à Kinshasa en particulier. C'était assez difficile. Mais nous faisons aussi cette visite en prélude de la visite du chef de l'État pour la pose de la première pierre, de sorte à ce qu'on puisse lancer très rapidement les travaux pour ériger ces villages et ces annexes. En rappel, 80 pays de l'espace francophone participeront à ces Jeux placés sous les signes de l'amitié et de la concorde. La crise sanitaire, une fois annoncée, le monde s'est confiné immédiatement et certains de nos compatriotes se sont retrouvés bloqués en dehors de nos frontières. Ceux de la Turquie ont regagné les pays grâce au gouvernement de la République. Gina Wabiwa était sur place à l'aéroport international d'Njili. Fin du cauchemar pour ces compatriotes bloqués en Turquie. Après une longue attente imposée dans cette partie du monde par le coronavirus, ces Congolais ont foulé les sols de leurs ancêtres. Et cela, grâce aux efforts du gouvernement de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État dans sa détermination, celle de n'abandonner aucun de ses fils. Nous remercions les autorités congolaises, le président Félix Tshisekedi. Nous remercions M. Abed Achour et toutes les personnes qui ont été incluses dans cet arrangement. Pour Marie Toumbanzeza, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères qui a accueilli ses compatriotes, c'est la République démocratique du Congo qui gagne en relevant ses défis. Nous sommes au gouvernement pour agir. Le président lui-même a dit que cette année-ci, c'est l'année de l'action. Nous sommes donc en train d'agir. Je vous avais dit qu'il y a un cas, il y a comme une épine dans mon pied, qui est le cas de ceux qui sont à Istanbul. Les autorités de l'aviation de Turquie étaient insaisissables. Donc on avait vraiment du mal à faire quelque chose pour que nos compatriotes qui étaient là-bas puissent rentrer. Mais maintenant, il y a un fils du pays qui est à ma droite, M. Abed Achour pour ne pas le nommer, qui a entendu le cri en fait que le président de la République a lancé en parlant de la solidarité nationale. Oui, Abed Achour, un digne fils du pays qui a répondu à l'appel à la solidarité nationale. C'était un rêve et je l'ai réalisé, que mes frères et sœurs retournent au pays.
Comme on a dit, comme la ministre a nommé, qu'on est là pour soutenir la vision du chef de l'État. Ces retours au bercail de ses filles et fils a été apprécié par l'ensemble des Congolais. Dignité oblige. Quelle politique forestière pour la République démocratique du Congo? La question est au cœur de l'atelier sur l'appropriation du processus d'élaboration de la politique forestière nationale dont les travaux ont été lancés par le ministre de l'Environnement Claude Niamugabo. Lopez Gakuba. L'élaboration du document de la politique forestière nationale de la RDC entre dans sa phase décisive, comme l'a signifié le ministre de l'Environnement et Développement durable, Maître Claude Niamugabo Baziboué, ce 2 juillet 2020 au CEPAS à l'ouverture de cet atelier. Peu avant l'adresse du secrétaire général à l'environnement, Benjamin Toyirambe, les chargés de mission du Fonds forestier national Alain Kalangiro a approuvé cette initiative pour améliorer les secteurs forestiers en RDC. Pour nous, cette politique constitue à la fois la ressource pour le Fonds forestier national, mais également constitue des stratégies. Pourquoi la ressource? C'est puisqu'à travers la politique, le Fonds forestier national devra trouver les ressources financières pour pouvoir remplir sa mission, les attributions lui confiées à travers le Code forestier. Pour Maître Claude Niamugabo Baziboué, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a fait de l'amélioration de la gouvernance forestière son cheval de bataille. Ce n'est pas parce qu'il y a la Covid-19 que nous allons tout arrêter. La politique forestière est en pleine élaboration. Je voudrais insister qu'avant le 30 décembre, notre pays doit avoir une politique forestière parce qu'il est anormal que nous soyons les deuxièmes poumons du monde, mais que nous n'ayons pas une boussole pour gérer notre forêt. La politique forestière aura pour objectif ultime de lutter contre la pauvreté dans notre pays. Il est bon de préserver nos forêts pour jouer le rôle qui est le nôtre à travers le monde. Mais il est mieux que les peuples congolais jouissent des retombées de ces forêts. 155 millions d'hectares de forêts, c'est beaucoup, mais les Congolais croupissent dans la misère. Et il est temps que nos forêts contribuent efficacement au budget national dont nous avons besoin pour que le peuple congolais cesse de vivre des chimères et qu'il vive réellement de ses ressources. Il s'y est de noter que la RDC ambitionne une gestion durable de ses ressources pour le développement socio-économique et lutter ainsi contre la pauvreté. La balle au panier, une histoire écrite en RDC en grande partie par les femmes. Eh bien, ces anciennes joueuses de Léopard Basketball ont été reçues par la première dame, Denise Nyakiro Tshisekedi. Naïcha qui est là pour les détails. Les femmes fortes et ambitieuses ne sont pas que celles qui évoluent en politique ou dans les sciences humaines. Il y en a parmi elles qui ont choisi d'exceller dans les domaines tels que la musique ou encore le sport, à l'exemple de ces anciennes championnes de basket de l'équipe nationale congolaise. Très peu mises en lumière, les prouesses de ces femmes ont été saluées à leur juste valeur par la première dame de la République au cours d'un échange. Reconnaissant le mérite de ces anciennes joueuses, Denise Nyakiro Tshisekedi a exprimé son souhait de voir d'autres filles s'engager dans le sport pour se maintenir en parfaite santé et défendre les couleurs nationales comme leurs aînés. L'épouse du chef de l'État a à cet effet sollicité l'appui de ces anciennes joueuses pour influencer les jeunes filles à s'engager dans le sport afin de devenir encore plus fortes physiquement au-delà du mental. Dans un mémo remis à la première dame, les anciennes léopards dames ont sollicité la prise en compte de leurs services rendus à la nation ainsi que l'amélioration de leurs conditions de vie. Je commencerai par la remercier. Le geste qu'elle a fait, c'est un geste qui est allé tout droit dans nos cœurs. On avait beaucoup de préoccupations. Tout a été dit, on a mis ça sur papier. Dans un moment, on a soumis à la première dame et elle a des merveilleux plans pour les femmes. C'est pourquoi nous sommes là pour l'aider dans le cadre du sport et du basketball en particulier, pour l'accompagner dans toutes ces actions qu'elle va entreprendre. Très touchée par cette marque de reconnaissance aussi particulière de la première dame à leur égard, ces championnes conduites par leur capitaine, Jacqueline Gouya, ont remis leur Coupe d'Afrique à la First Lady. Contribuer à la formation d'une société congolaise dynamique où la femme est libre, forte et valorisée, la première dame de la République poursuit fidèlement l'orientation de sa vision.
On en parlait tout à l'heure dans le titre « La République du Kivu n'a jamais existé et ne verra jamais le jour », propos du gouverneur du Sud Kivu face à la photo d'une bannière étoilée dans la toile attribuée à cette République apparemment imaginaire. Suivez. Depuis le matin de mercredi 1er juillet 2020, ont circulé dans les réseaux sociaux les images montrant quelques drapeaux sur lesquels on peut lire « République du Kivu ». Ces drapeaux ont été également visibles dans plusieurs coins de la ville de Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu. Aussitôt que ces images se sont répandues, le gouverneur de province, Théo Ngwabidje, a réuni les membres des services de sécurité de la province afin de fixer l'opinion sur cet acte qu'il qualifie d'anirie et d'ineptie posée par quelques personnes inciviques et antipatriotiques qui veulent se faire une publicité dans les réseaux sociaux. Vous savez que nous avons célébré la fête de l'accession de notre pays à l'indépendance. Le peuple congolais, le peuple du Sud Kivu tient à son unité et à sa souveraineté. On ne permettra pas à quelques délinquants et quelques drogués de faire quoi que ce soit. La population du Sud Kivu va librement à ses occupations. La population du Sud Kivu est dans le calme. Donc il n'y a pas un rapport par rapport à ça. Moi, je mets ça dans les comptes d'agitateurs qui passent leur temps à intoxiquer, à être dans la désinformation sur les réseaux sociaux. Nous sommes calmes. Je crois qu'on a des vrais problèmes dans la province du Sud Kivu. Nous avons c'est vrai des problèmes sécuritaires sur lesquels nous ne ménageons aucun effort pour que la paix et la tranquillité règnent sur l'ensemble de la province. Il y a des vrais problèmes sur lesquels aujourd'hui les forces de défense et de sécurité sont concentrées. Le gouverneur de province, garant de l'autorité de l'État au Sud Kivu, rassure que la situation est sous contrôle et les services de sécurité traquent déjà tous les responsables de ces actes de façon à ce qu'ils répondent devant les juridictions compétentes. Les confessions religieuses et les chefs de confessions religieuses ont réfléchi sur la situation actuelle du pays 60 ans après. Le pays n'a pas besoin de martyrs, moins encore d'un mouvement insurrectionnel, une exhortation avec un peu de fermeté des confessions religieuses. Luxon Kabbalah. Les chefs de confessions religieuses se sont réunis à l'occasion de la commémoration du 60e anniversaire de l'accession de la République démocratique du Congo à l'indépendance. L'évaluation de la situation sociopolitique à la lumière de derniers événements vécus au pays était au centre de leurs entretiens. Ils ont invoqué la bénédiction divine sur la nation congolaise. Les chefs des confessions religieuses se félicitent de la vision et de la détermination du chef de l'État pour la refondation de la République démocratique du Congo, notre patrimoine commun, tel qu'exprimé dans son message à la nation du 30 juin 2020. C'est pourquoi les chefs de confession religieuse s'inquiètent sérieusement du retour des évangiles des croisades et de la montée du discours de haine du haut de la chaire de vérité, pourtant destiné à proclamer en toute humilité l'amour, la paix, la justice, la tolérance, le pardon, la réconciliation et la fraternité sans parti pris pour se conformer à la vocation d'église au milieu du village. Les chefs de confession religieuse invitent la population à demeurer dans la paix, dans la prière, l'unité et la concorde nationale. Que Dieu bénisse la RDC, son peuple et ses dirigeants. Il est impérieux que tous les responsables politiques et religieux s'emploient à rendre effective la réconciliation nationale pour une paix véritable dans la justice et la vérité. Deux inciviques appréhendés par la police nationale, auteurs de plusieurs dossiers d'escroquerie au nom du ministère du Portefeuille. D'autres précisions dans ces commentaires de René Tskoulonga. Joli coup de filet à la police nationale congolaise, plus précisément à l'état-major commandement de l'unité de protection des institutions et des hautes personnalités, se faisant passer comme membre dans une commission du ministère du Portefeuille chargée de recrutement des mandataires publics, des grands escrocs, des grands chemins. Koseke Otawan Christian et Yves Kambale viennent d'être interpellés, poursuivis et arrêtés pour usage de faux, escroquerie et rançonnement, prétextant d'agir auprès des paisibles Congolais par les réseaux téléphoniques au nom de Nicolas Kazadi, ambassadeur itinérant du chef de l'État,
Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour mettre fin à cette sale besogne, le général Dodo Chinyama, commandant de l'unité de protection des institutions et des hautes personnalités, a été saisi d'une plainte de l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Nicolas Kazadi, protestant contre les antivaleurs. Ce dernier est appelé à multiplier les stratégies pour qu'une équipe soit montée pour démasquer ces réseaux mafieux bien organisés, orchestrés par ces malfrats. Dans leur forfait, ils sont tombés sur un monsieur. Et ce monsieur-là connaît bien l'ambassadeur itinérant du chef de l'État. Le commandant du pays, comme je le disais, il nous a chargé de monter une équipe pour démasquer ces gens et mettre la main sur eux. Nous sommes entrés en contact avec le monsieur et nous lui avons demandé de jouer le jeu. Il a joué le jeu et arrivé au moment où il devait procéder à la remise de l'enveloppe. C'est là que nous devrions intervenir. On a monté une opération, ça s'est bien passé, c'était le samedi. À chaque aventure, il faut considérer la fin, dit-on. À l'heure qu'il est, Koseke Otawan Christian et Yves Kambalé, ils ont de toute tromperie, doivent subir la rigueur de la loi, confirme le colonel Chibangu Ben. C'est l'une des dernières provinces touchées par les coronavirus. Le Lualaba enregistre moins des cas confirmés jusque-là. Le ministre de la Santé, Teni Longondo, qui est arrivé à Kolwezi, a fait le point avec les équipes des ripostes sur place avant de visiter les hôpitaux de prise en charge. Les détails dans ces reportages. Avec plus de 2 500 000 habitants pour 14 zones de santé, 4 constituant à 50% de la population dont la morbidité est dominée par le paludisme, les épidémies diarrhéiques, l'hypertension artérielle, IST et HIV, sans oublier les accidents de trafic routier. La province du Lualaba a mis en place depuis le mois de mars dernier une feuille de route en réponse contre la pandémie de Covid-19. À la tête de celle-ci, le gouverneur de province, Richard Mouyej Mangens-Mons. Notons qu'à ce jour, la province du Lualaba enregistre 20 cas positifs à la Covid-19 avec un suivi de contacts de 501 alertes signalées. Parmi les différents défis à relever dans les secteurs de santé dans la province du Lualaba, l'on note également la problématique de médecins non alignés à la prime des risques. Nous avons fait un effort parce que la gestion des ressources humaines posait un très grand problème dans le secteur de santé. Alors, nous avions voulu d'abord commencer par aligner tous les médecins qui travaillent et aussi nous allons le déployer parce qu'il y a plusieurs étapes dans cette réforme. Je crois qu'on a aligné 1500 par trimestre et depuis le T1 jusqu'au T2 de l'année prochaine. Donc tout le monde est aligné et on fera en sorte aussi. Il y a un problème de budget qui se pose sérieusement, surtout avec cette pandémie. Il n'y a pas de recette au niveau de l'État, mais nous sommes en train de nous battre pour que vous soyez déjà payés. Après la réunion de coordination avec le staff provincial de son secteur, le docteur Teni Longondo a visité les différents sites et centres hospitaliers de la ville de Kolwezi. Premier site, les centres hospitaliers Watuwetu, traduisez notre peuple, situé dans la commune de Manika, avec un laboratoire de biochimie et d'hématologie. Deuxième site, la commune de Dilala. Ici, les cas suspects observent la quarantaine dans les 60 maisons préfabriquées y érigées sur fonds propres du gouvernement provincial du Lualaba en vue du suivi des cas suspects de coronavirus. Après la commune de Dilala, la ronde s'est soldée à l'hôpital général de référence de Mwangenzi. Ici, le ministre de la Santé a visité tour à tour les dispensaires modernes tenus par les spécialistes indiens et congolais avec plusieurs services organisés, notamment la dentisterie, la kinésithérapie et l'ophtalmologie. Des mesures d'accompagnement ont été prises après les déconfinements de la commune de la Gombe. Eh bien, les opérations de désinfection des immeubles font partie d'ailleurs de cette batterie de mesures, annonce faite par les ministres provinciaux de l'Environnement Didier Tengetelito, Luzen Sakala et Maurice Mbewa. Le coronavirus poursuit sa progression mortelle à travers le monde. Personne n'est à l'abri de cette pandémie, sinon le respect strict des gestes barrières pour limiter la chaîne des contaminations. Après 3 mois de confinement de la municipalité de la Gombe, l'heure est au déconfinement. En exécution des instructions émanant de la haute hiérarchie relative au déconfinement de la commune de la Gombe, assortie d'un certain nombre d'engagements à prendre par les structures qui seront ouvertes.
Concernant la désinfection des lieux ouverts, le ministre provincial en charge de l'environnement est formel. Les secteurs particuliers autorisés à rouvrir, notamment les grandes surfaces, les magasins, les banques, les entreprises de télécommunications, les bureaux, les sièges sociaux, les établissements publics, les services publics, les administrations publiques, les ambassades et représentations diplomatiques, les sociétés commerciales et les industries, les cabinets ministériels, les restaurants et les cafés, ainsi que les pâtisseries ne doivent accepter que les sociétés PME, ONG ou autres intervenants évoluant dans le secteur des DDDD, dûment répertoriés et porteurs d'un certificat d'agrément délivré par la coordination urbaine de l'environnement et développement durable territorialement compétente. Ces dispositions prises par une note circulaire sont des strictes observances, a martelé Didier Tengue-Telito. Des matériels de bureau pour le Bureau central de recensement, eh bien, c'est un don du Fonds des Nations Unies pour la population, nous dit Constance Mananga dans ses reportages. Bureau pour renforcer la capacité administrative du Bureau central du recensement BCR, don du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA. Nous sommes ici aujourd'hui pour une contribution à la direction de l'Institut national de statistique et du Bureau central du recensement pour contribuer à l'équipement de ce beau bâtiment de l'INS qui permettra au cadre du BCR d'être dans des conditions adéquates pour travailler et contribuer à l'avènement de ce deuxième recensement général de la population et de l'habitat. Pour le professeur Ngoma Ngoma, coordonnateur du BCR, cette acquisition vient donner un coup de pouce à cette structure qui est déjà en plein processus du deuxième recensement général de la population et de l'habitat RGPH2. Je crois que UNFPA, qui est la structure des Nations Unies qui gère la population à travers le monde, a pensé à doter le Bureau central du recensement de mobilier pour permettre à ces cadres de travailler dans de très bonnes conditions. Ça ne peut être que pour nous un motif de fierté et de satisfaction. Et pour cela, nous remercions non seulement les représentants, mais tous les staffs de l'UNFPA qui a bien voulu penser au Bureau central du recensement malgré ces nombreuses sollicitations. Voilà ce que je peux dire à ce moment. Ngoma Ngoma, coordonnateur du Bureau central du recensement. Satisfaction aussi pour l'Institut national des statistiques INES, autorité des tutelles du BCR. Son directeur général, Roger Choulungu, a remercié l'UNFPA. Conformément à la volonté exprimée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de son avènement à la magistrature suprême de notre pays, de réaliser ce recensement en fait de doter le pays des données actualisées et fiables sur la population. Ces matériels de bureau estimés à près de 50 000 $ sont constitués de meubles, tables, armoires et autres. Et voilà qui met un terme à ce journal de 20h sur la RTNC. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi. Excellent sur les programmes sur nos antennes. Bonsoir.